Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs de Radio Biarritz. J'arrive, je m'assois. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Patrick. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis content. Ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans les studios. Voilà. Alors, pour quelle raison ? Parce que Jean-Loup, c'est vrai, il y a quelques années, on s'était croisés. Déjà, j'ai commencé à te connaître à travers l'histoire du quartier Saint-Charles. Et depuis, je suis un peu tout ce que tu fais dans la ville et pour les Biarrots. En fait, ça me passionne, l'histoire de Biarritz. Et tu es maintenant reconnu comme le grand historien de Biarritz. On peut te croiser dans des conférences au musée de Biarritz, on peut te croiser un peu partout dans des conférences qui traitent de Biarritz. Et quel que soit l'angle dans lequel on peut observer cette magnifique ville impériale. Jean-Loup, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, merci à toi. C'est vrai que ça me fait très plaisir aussi, puisqu'effectivement, on se connaît depuis un petit moment. Et puis, c'est quand même bien pour, je pense, un opérateur de la culture à Biarritz de rencontrer un autre opérateur de la culture à Biarritz. Attends, voilà. T'es trop gentil. Un opérateur technique, on va dire. Et c'est vrai que la technique, des gens cultivés comme toi ont besoin de technique pour porter leurs travaux. Et on va parler un peu de ça parce que tu vas utiliser la technique aussi pour nous dévoiler un peu l'avenir du travail de Jean-Loup Ménochet pour les Biarrots et pour l'histoire de Biarritz. On va parler de ton aventure Karma Productions qui démarre. Et là, je suis très content qu'on parle de ça aujourd'hui. Alors Jean-Loup, bon, déjà, on va reprendre depuis le début parce que là, on aime ça sur Radio Biarritz. J'aimerais que tu nous expliques comment t'es venue cette passion de l'histoire de Biarritz. Bon, en fait, je crois que c'est un peu comme Astérix. J'ai dû tomber dedans quand j'étais petit. C'est vrai que j'ai eu la chance, depuis la Bretagne, puisque je ne suis pas originaire de Biarritz, de vivre dans un environnement où l'histoire était le quotidien. Et à partir de ce moment-là, en souhaitant me spécialiser dans l'histoire de l'architecture balnéaire, forcément, il y a un chemin qui mène tout droit à Biarritz, d'où qu'on vienne. Et c'est ainsi que je me suis arrêté, il y a maintenant 25 ans, à Biarritz. Et c'est dans ce contexte-là que, souhaitant tout simplement travailler, comme tout le monde, eh bien, j'ai pu lier, l'utile à l'agréable, puisque j'ai eu la chance d'être employé par les propriétaires d'une grande villa sur la côte basque, qui m'ont demandé de mener l'enquête pour savoir, mais au fait, quelle était cette villa ? Voilà. Alors, quelle villa ? Parce que là, on a une villa, tiens, c'est qui ? Un joueur de tennis, machin. On va en parler parce que justement, c'est ton actualité là, de la semaine. On va parler un peu de cette fameuse villa, je mets des guillemets, vous allez tout comprendre. Oui, donc du coup, ta passion des villes balnéaires t'a amené à Biarritz, ça j'ai bien compris. Mais à l'origine, tu étais destiné à te passionner pour les villes. C'était quoi ton métier Ah oui, ce sont vraiment mes études. C'est-à-dire que j'ai choisi, dès le départ, de faire des études d'histoire et d'histoire de l'art. Et partant de ce principe-là, l'architecture étant, le côté qui me passionnait le plus, j'ai tout simplement lié l'architecture à l'histoire et à l'histoire de l'art. Donc en fait, tout ça, ça fait finalement une belle sphère de recherche. Oui. Et en plus de ça, à l'époque, ce qu'on appelait l'histoire de la villégiature n'était pas du tout considéré. Il y avait tout à faire. Bah c'est vrai, et puis Dieu sait que nos dirigeants en ont bien servi, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire en fait de la ville, donc on peut faire limite, on peut faire quasi ce qu'on veut. Alors, t'as atterri à Biarritz, mais où ? Alors j'ai atterri au château d'Île-Baritz. Ah, alors ce n'est pas à Biarritz. Je dois quand même bien expliquer que le château se situe sur la commune de Bidart, mais qu'en réalité, historiquement, la propriété était à cheval sur Biarritz et Bidart. Et je ne sais pas si vous avez vu, mesdames et messieurs, que maintenant sur le rond-point qui mène au château d'Île-Baritz, il y a marqué en gros Bidart.
Je sais pas si t'as vu ça, ils ont mis ça, c'est Il récent. faut bien dire qu'on est à... Voilà, non mais là c'est un peu un petit clin d'œil que nous font les Bidartois, c'est comme ça qu'on dit. les Bidartar. Les Bidartar, pardon, ah oui, les Bidartar. Les Oui. Bidartar, un petit clin d'œil à Biarritz, parce que c'est vrai qu'on dit toujours Château d'Ibaritz, c'est à Biarritz. Alors, Et c'est comme le golf il est où, tiens, du coup? eh ben, le golf, il est à la fois sur Biarritz et sur Bidart. Parce que le château d'Ibaritz, pour certains qui ne le connaissent pas, hein, n'est-ce pas? Je regarde le public. Voilà, il faut leur dire où ça se situe, tiens, le château d'Ibaritz. Donc il y a le golf. Il suffit de prendre la direction de l'Espagne depuis Biarritz, en partant tout simplement du quartier Bibi, Beau Rivage. On a une grande descente qui va vers le quartier de la Milédie. Et dans cette grande descente, on a une vue absolument incroyable sur une énorme bâtisse au sommet d'une colline qui a l'air un peu abandonnée quand même, il faut bien le dire. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le château hanté. Et donc en fait, il se situe pile au sud de Biarritz et sur la commune de Bidart. Ok, donc tu as atterri dans le château d'Ibaritz, il y a pire, hein. Alors qu'est-ce que tu faisais là-bas? Parce que c'était ton logement, c'était quoi? Alors, c'était mon logement de fonction. La classe. Alors, en fait, il faut le prendre un peu différemment, c'est-à-dire que le propriétaire était un groupe hôtelier et thermal. Et ce propriétaire... C'était quoi son nom? C'était la chaîne thermale du Soleil. Très bien. Et la chaîne thermale du Soleil avait pour objectif un projet de réhabilitation de ce château, mais ne connaissait pas son histoire. Et donc, finalement, il fallait un gardien. Et je suis arrivé à point nommé, j'ai rencontré la présidente, directeur général de cette société. Et elle m'a dit, mais tiens, ça tombe très bien, parce que vous faites des études d'histoire de l'art et sur l'architecture balnéaire. Nous, on a un truc là, il faut un peu s'en occuper. Est-ce que ça vous intéresse, en logeant in situ, en prenant la casquette du concierge, de faire les recherches? J'ai dit oui. Concierge au château d'Ibaritz. Alors là, non, mais là, moi, ça me fait... j'ai plein d'idées qui viennent, parce que, alors, nous... les personnes qui avons vécu à Biarritz, on entend des légendes dans ce château incroyables et on a plein de questions à te poser. Mais bon, on va peut-être on va les garder un peu sous le coude, ces questions sur le château. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait ton parcours. Donc, tu as atterri au château d'Ibaritz. Donc, tu as fait une étude sur le château. Tu as écrit un petit ouvrage Alors, sur en le fait, château pas du d'Ibaritz. tout. C'est-à-dire que les recherches sont vraiment des recherches scientifiques pour le compte des propriétaires et pour moi, ce qui bien évidemment dans ces cas-là m'obligeait à connaître l'histoire de Biarritz, parce que tout est lié. C'est la villégiature à Biarritz, c'est le fait qu'on ne vient pas à Biarritz pour les loisirs, comme aujourd'hui on le fait pour aller se mettre sur le sable de la plage. On vient à Biarritz dans le contexte de la fin du 19e siècle pour réellement deux activités. Il y a effectivement des mondanités, des loisirs, etc. Mais il y a aussi une activité qui est une activité de cure. Et forcément, l'histoire de la ville, elle évolue depuis le 18e jusqu'au XXe siècle, début du XXe siècle, sur l'histoire et le développement de la cure, de la thalassothérapie, en fait. Ah oui, donc ça vient de loin, la thalasso, cette culture de la thalasso ici. Alors du coup, bon, donc tu as fait ta petite étude, et puis tu as évolué, etc., jusqu'à qu'est-ce que tu as fait entre le moment où tu étais au château et où on s'est rencontrés? Tu faisais des visites guidées des quartiers. Alors, en fait, c'est toute une histoire assez rigolote, parce que en commençant à travailler sur l'histoire du château d'Ibaritz, je touchais à l'histoire de Biarritz, et puis j'ai rencontré différentes personnes qui travaillaient soit pour la municipalité, les affaires culturelles, ou alors des associations. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que j'apportais finalement de la connaissance aussi par mes propres recherches, par un éclairage qui n'était pas forcément celui qui était toujours la sempiternelle histoire d'Eugénie et de Napoléon III. Et donc, en fait, au fur et à mesure, des associations et les institutionnels m'ont demandé si je pouvais faire ici une conférence, là une visite guidée. J'ai accepté, et du coup, je n'ai fait plus que ça. Oui, et puis après, t'as œuvré pour rebooster un peu le musée de Biarritz. Ah, effectivement, il y a eu une très belle aventure avec le musée historique de Biarritz. Oui, je m'occupe de l'archivage. Je ne fais plus les visites guidées et les conférences. D'accord. Mais ça, c'est très bien, parce que ça laisse la place à d'autres aussi. Ouais. Et en revanche, il est vrai qu'avec l'association du musée historique, nous avons organisé, et ça c'est quelque chose de très important, toute la numérisation
et en même temps le classement des archives de ce musée. Il y a des petites pépites assez sympas qu'on a mises en ligne qui sont accessibles, archivage numérique, via le site du musée historique. Alors c'est un véritable trésor. Là, j'ai eu la chance d'assister à une présentation de ces archives. Il y a combien en gros de comment on dit des objets Alors, en fait, en termes de collection ou de fonds, évidemment, il y a un fonds important au niveau des objets, il y a un fonds très important au niveau des archives documentaires, iconographie, papier, manuscrits, etc. Offert par les familles la plupart du temps, ce sont des dons ou des acquisitions aussi. D'accord. Donc, en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que pendant de nombreuses années, tous ces éléments, il y en a certains qui sont mis dans la salle d'exposition, et puis d'autres qui étaient un petit peu mis de côté, planqués dans une armoire, et puis tout ça, au bout d'un moment, on les oublie. Et là, l'idée, ça a été de dire, OK, on intervient dedans, on va chercher, on va sortir, on va valoriser. Tout ça. Bon, ça a été loin. Je vous invite à aller vous rendre compte du travail qu'a effectué Jean-Loup Ménochet, parce qu'en fait, maintenant, les archives sont accessibles. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est accessible. Il y a sur le site du musée, tout simplement. Du musée Biarritz. Archivage numérique, on clique dessus et on commence à accéder en fait aux documents iconographiques. Magnifique travail, incroyable. On est très fiers de ça, les Biarros. Donc du coup, maintenant, c'est une belle aventure. Bon, il continue avec l'archivage, mais en parallèle, c'est là où on arrive dans le vif du sujet. Tu crées Karma Productions pour continuer à œuvrer pour le patrimoine de Biarritz. Alors, raconte-nous un peu cette aventure Karma Productions. Alors ça c'est encore une autre histoire, puisque c'est la nouvelle histoire. Alors, Karma, déjà, c'est quoi ? Ah oui, alors Karma, en fait, c'est un acronyme tout gentil. C'est conseiller, archiver, rechercher, mutualiser et alerter. En fait, c'est le couteau suisse de l'historien. D'accord, là nos auditeurs regardent, ceux qui ont la vidéo, regardent un peu la page d'accueil du site. Alors la page d'accueil du site, d'ailleurs, c'est une vue de Biarritz avec un navire hollandais, on peut le constater. On est en fait devant la vigie de Biarritz, on est quasiment devant le Port-Vieux. Et c'est une vue du XVIIIe siècle. En réalité, Karma Productions, c'est arrivé dans ma tête pour une raison très simple, c'est que je faisais des visites guidées, je faisais des conférences, j'allais intervenir pour des archives, et au fur et à mesure, je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait pas de structure qui permette de déployer tout ça. Ouais. Et en tant qu'indépendant, je me suis dit, avec finalement d'autres compétences, notamment toute la compétence de Karine Guasmat, qui sera mon associée dans cette aventure, eh bien en fait là, c'est la compétence de la médiation numérique. Et effectivement, on a une partie de cette société qui va travailler sur tout ce qui est finalement ce que j'ai toujours fait depuis de nombreuses années. Donc les visites guidées, les conférences, et puis bien évidemment une autre partie qui, elle, va concerner le service pour, ça peut être des institutionnels, ça peut être des associations, ça peut être des privés, des particuliers, qui se retrouvent avec finalement du documentaire, du fond, mais qui ne savent pas quoi en faire. Et il faut savoir une chose, c'est que quand on commence à pouvoir valoriser des fonds, l'intérêt, c'est que ça serve aux historiens. Donc en réalité, je ramène aussi la couverture vers moi, bien évidemment, mais le principe, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Par rapport à ça, il y a quand même évidemment une donnée qu'il va falloir bien avoir en tête, c'est qu'il faut exister, vivre, développer. Et pour ça, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de créer un site internet où les gens vont pouvoir arriver sur ce site internet. Ouais. Donc, où là, en plus des activités qui sont les activités culturelles classiques, nous proposons, et ça c'est vraiment quelque chose que je déclarais vouloir faire depuis très très longtemps, la publication de petits carnets. Oui, alors là, parce que là, je montre en même temps en fait, une des pages de ton site, où tu as les prestations, donc c'est ce que tu viens de décrire un peu le voilà, travail. prestations, ça c'est tout ce qui est conférences, accompagnement, visite guidée. Parce qu'en fait, tu veux quand même que ton travail, tu toujours un travail en fait pour le public, en fait, pour les Biarros. Donc voilà, donc conférences, donc médiation, c'est... Là, on est beaucoup plus sur la partie qui va concerner justement le rapport de prestation de services par rapport à des fonds et à des collections. C'est-à-dire pouvoir intervenir, non pas comme un archiviste
qui lui va faire vraiment le travail d'archivage, mais comme plutôt quelqu'un qui va pouvoir travailler sur qu'est-ce qu'on peut valoriser par rapport à votre fonds qui n'est pas du tout trié. Donc en fait, on est beaucoup plus sur un travail en amont en disant voilà, telle possibilité, telle autre possibilité, telle orientation possible pour la valorisation, mettre en rapport, pourquoi pas, différents des institutions avec des particuliers. C'est vraiment du conseil et de la médiation, tout simplement. D'accord. Et puis après, là, je vois la troisième partie. Hein, il est très, très accessible, ton site. Hein, donc là, et puis alors, prestation, médiation et la production. Voilà. Et c'est là où on va rebondir peut-être avec ce qui va se passer prochainement. Exactement. La production, c'est la publication. Alors en fait, c'est pareil, c'est empirique. Hein. J'ai fait énormément de visites guidées dans Biarritz et à chaque fois, les gens me disaient c'est super bien, on est ravis. Mais alors, mon Dieu, c'est tellement dense que ce serait bien qu'on puisse avoir quand même, parce qu'on n'arrive pas à prendre des notes en vous suivant en même temps. Oui, je me rappelle, tu avais fait un premier guide qui était j'avais très fait sympa. un premier truc sur Saint-Charles, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis inspiré de ce premier travail que j'avais fait sur le quartier Saint-Charles. Et en fait, comme j'ai fait beaucoup de visites guidées de quartiers de Biarritz, eh bien, je me suis dit, mais je vais enfin pouvoir prendre le temps. C'est pour ça aussi que j'ai arrêté mes activités avec le musée. Je vais pouvoir prendre le temps de publier des carnets sous deux formes. Un carnet thématique et un carnet quartier. Donc en fait, c'est finalement le mémento de l'histoire de Biarritz, avec une publication qui est une publication périodique. Tous les 3 mois, tous les trimestres, on publiera 2 carnets. Un carnet thématique, un carnet quartier. Bah là, je vois que donc du coup, ces carnets, donc bien sûr qu'est-ce que je veux dire, les conférences sont accessibles, tout public, et donc tu vas prendre en main l'ensemble de tes activités. Donc, si j'ai bien compris, tu vas les maîtriser toi-même. Donc, Oui. Donc tes conférences, on pourra accès à un agenda de tes conférences prochainement, je suppose, sur le site, voilà. Et dans les réseaux sociaux, je suppose. Alors oui, il va falloir que je m'y habitue un peu parce que le propre de l'historien, c'est souvent de ne pas du tout être sur les réseaux sociaux, mais on va le faire. Voilà. Il faut que ça avance très. Évidemment, alors on ne fait vite. pas aussi. Hein, donc, le truc, c'est que je me suis dit que ce qui était très intéressant, c'était de pouvoir être dans quelque chose de simple pour l'utilisateur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'annonce une conférence. J'ai vu avec la ville de Biarritz pour louer le Colisée. Le Colisée, la belle salle de spectacle du quartier Saint-Charles. Et donc, il y a des dates qu'on a fixées, que je vais annoncer sur le site. Et chaque date va correspondre à peu près tous les trimestres à une belle conférence avec 2 séances. Une séance le matin, une séance le soir. Parce qu'il faut penser aussi aux jeunes. La plupart du temps, on a un auditoire. Les jeunes, c'est l'histoire du futur. Exactement. Et on a un auditoire qui est quand même un auditoire souvent qui est un peu âgé, parce que ce sont des gens qui sont à la retraite. Mais on a aussi tous les jeunes, ceux qui bossent, ceux qui sont très actifs, qui finissent tard. Et du coup, en fait, on a décidé de travailler sur 2 séances. Une séance à 10h30 du matin, une séance à 20h. Et si je peux me permettre, à l'issue, à chaque conférence sera associée... En fait, je le montre maintenant. On sera associé une revue, disons voilà. 2 carnets, voilà. Si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. Un carnet quartier, qui sera en rapport. En fait, c'est un carnet. Il y a toujours un carnet sur les 2 qui est en rapport avec la conférence que je donne. Là, par exemple, je vais donner une conférence sur le château d'Île-Baritz. Quand cela ? Eh bien, jeudi prochain, là, dans 2 jours, le 27 mars. Là, ça va être passionnant. Ouais, ça, c'est mon bébé, quoi. Hein, donc, alors, voilà, on va en parler après, juste après. Donc, c'est vrai qu'en fait, cette conférence, 2 horaires, et à l'issue de chaque conférence, je proposerai à l'achat le carnet de Biarritz. Via ton site internet. En fait, là, on en aura même à la conférence, disponible directement à la sortie de la conférence. Et en fait, on a un prix de lancement qui est de 10 €. Hein, c'est un petit carnet qui fait 52 pages. Ouais. Sur ces 52 pages, en fait, ce carnet, c'est le carnet là, quartier qu'on va pour le lancement, on n'en a fait qu'un. Ce carnet quartier, c'est un carnet qui, évidemment, prend en compte le château d'Île-Baritz, forcément, même si le château d'Île-Baritz est à Bidart, je le répète. En fait, le quartier, c'est Île-Baritz, Chabiag, la Milady. Voilà. Plein de surprises dans ce carnet. Hein. On retrace l'histoire depuis... Et puis illustré avec des photos. Voilà, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Quoi. En général, c'est bien sourcé, bien je mets un point d'honneur à vraiment sourcer tout. Et le deuxième livre carnet, du coup, ça sera... Alors, le deuxième carnet, lui, sera sur la thématique, puisque carnet quartier et carnet thématique. La thématique sera sur les bains de mer. Les bains de mer, très bien.
Ouais, Bravo, les meilleurs, j'ai hâte de voir ça. Alors, écoute, on va en profiter là pour faire ta petite promo pour jeudi prochain. Donc, Karma Productions, Jean-Loup Ménochet, conférence au Colisée. Oui. Donc, jeudi prochain. Donc, jeudi, ça sera 27, le jeudi 27 mars. Oui. 27 mars 2025. Attention, c'est la première conférence de ta grande aventure Karma Productions. C'est la première, oui. Il y aura des carnets en vente. Et alors là, on va parler d'un truc ce qui questionne tous les biarros, mais qu'est en train de devenir et que va devenir ce château d'Ibaritz? C'est bien ça le thème? C'est à peu près ça le thème, puisque non, en fait c'est même carrément le thème. Le titre de la conférence, c'est le château d'Ibaritz, chef-d'œuvre en péril, point d'interrogation. Ouais. C'est un bâtiment que tous les biarros connaissent, qu'ils voient en ruine ou à l'état d'abandon depuis, même si On a des photos là, on va les ouais, passer. on peut passer quelques photos. Alors voilà, attends, ok. Alors on va commencer. Tiens, celle-là, elle montre bien. Voilà, alors ça c'est l'état actuel. Voilà. Tout simplement, quand on est sur le golfe, on passe dessous et on voit évidemment cette rouille parce que c'est un bâtiment qui a une carapace en fer. Il tient le coup parce que moi, ça fait des décennies que je vois comme ça ce il château. tient le coup, mais en fait tout le monde l'a connu comme ça parce qu'en réalité il est abandonné depuis. Il n'est pas utilisé réellement depuis les années 1920. Ah oui, quand même. Donc voilà, placé face à l'océan, c'est catastrophique pour un bâtiment en métal. Alors, je me balade à d'autres photos là. Voyons voir qu'est-ce que ça marche. Ah oui, là on voit un peu la colline. Oui, alors là on est dans les années 70 où effectivement en 1968, le propriétaire du château qui avait quelques difficultés s'est organisé pour créer une résidence. Qui à l'époque à l'époque, il s'appelait Monsieur Massiot. Massiot. Et donc il y a eu la construction d'une résidence qui est restée inachevée. On voit les espèces de cages à poules là, juste sous le château. Ah oui. Et en fait, c'est une résidence qui n'a jamais été achevée parce qu'il y a eu un conflit entre Monsieur Massiot et puis ce promoteur immobilier. Elles ont été démolies dans les années 90 pour faire place au trou numéro 4 du golfe. D'accord. Ah, ça veut dire qu'on sait démolir les horreurs. Ça arrive. Ça arrive. Oh là là, je lance un message incroyable pour les gestionnaires des horreurs. Ça fait très longtemps quand même, puisque des années 90, oui. avant même les lois de protection. Mais en même temps, on remarque là sur cette photographie, par exemple, qu'on est dans un environnement qui est particulièrement à l'abandon. Juste après, un peu plus loin, sur la gauche, on a un vieux bâtiment, voilà, ici. On a un vieux bâtiment qui était l'hôtel des Courants d'Air. Ce bâtiment-là était aussi... Hôtel des Courants d'Air. Ouais, l'hôtel des Courants d'Air. Là, en fait, c'était un superbe hôtel des années 30 qui avait été prévu, mais il y a eu la crise. Donc, du coup, le truc est resté à l'abandon. D'accord. Il faut imaginer que le quartier Chabiag, la Milady, Ilbaritz, pendant plusieurs années, notamment pendant les 30 Glorieuses, a été appelé le quartier des ruines. Ah oui. Et ouais. Donc en fait, c'est cette histoire du château d'Ilbaritz, moi dans la conférence, je vais revenir sur l'histoire parce qu'on ne connaît pas. Alors tout le monde raconte que le baron de l'épée jouait de l'orgue, les nuits de tempête, la pleine lune, il se transformait en loup-garou, enfin bon, bref. Il se cachait dans les catacombes. Il y a des histoires incroyables, que c'était un homme qui était hypocondriaque, qu'il avait des tocs, etc. Donc en fait, moi, je vais remettre un peu d'ordre. Ouais, il y en a besoin. Là-dedans. Parce que j'ai plein de questions, mais pour démontrer, pour la conférence. Faut que tu viennes à la conférence. Voilà. Donc effectivement, il y a le principe de remettre de l'ordre pour comprendre ce qu'est cet édifice réellement et pourquoi finalement ce n'est pas une petite villa anodine comme on en voit plein dans le paysage de Biarritz. C'est-à-dire que là, c'est un concept, on frise l'utopie et c'est souvent ça qui, hélas, implique que derrière ceux qui vont vouloir l'exploiter peuvent se tromper. Mais en tout cas, il y a des énergies incroyables dans ce château, puisqu'il résiste au temps et aux intempéries. On ne l'a pas rasé, alors tu viens de me raconter qu'on a rasé un truc à côté. Je veux dire, c'est une histoire incroyable. Il reste là, planté, en ruine. Alors aujourd'hui, il est protégé quand même. Il est protégé par les esprits. 1990. Non, il est protégé par la loi. Ah, pardon. Oui, mais... Alors, en fait, c'est un bâtiment qui a été extrêmement bien construit. Oui. Donc en fait, on a un architecte qui était un architecte biarrot, Gustave Huguenin, qui a réalisé en 1896 une œuvre solide. C'était la commande. Donc en fait, évidemment, aujourd'hui... Mais qui a l'air légère, en fait. Elle a l'air légère comme ça, c'est ça la prouesse architecturale. Oui, alors c'est vrai qu'elle épouse bien le paysage. Parce qu'en fait, on est sur une colline qui est quand même importante, avec un bâtiment qui est quand même massif sur le haut. Mais, parce que c'est un très grand bâtiment. Mais effectivement, quand on le regarde dans son environnement, ça s'intègre parfaitement. Ah oui. Il y a un très très beau travail de l'architecte. La seule chose,
c'est que bien sûr, pour construire là, l'architecte avait conscience des contraintes, notamment le climat, c'est exposé face à l'ouest, donc il fallait évidemment prévoir un bâtiment intelligent. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Alors je vais en parler bien évidemment beaucoup plus dans la conférence. Là je vois, on regarde sur la même photo, là en avant-premier, c'est quoi? C'est le Blue Cargo? C'est le Blue Cargo actuel, le tout Blue à Cargo, fait. Et la plancha. Et la plancha était à l'étage comme ça. Et en fait, puisqu'elle a été semi-enterrée. Ah bon? Oui, aujourd'hui, quand on est sur la terrasse... À gauche, là, on voit sur la photo de gauche, c'est la plancha, dis donc. Quand on est sur la terrasse de la plancha et au rez-de-chaussée de la plancha, en réalité, on est au niveau du premier étage. Mais du coup, les étages en dessous, il y a un étage en dessous qui a été en partie comblé, mais il y a un étage en dessous. Ouh là là, mais alors c'est plein de trésors, tout ça. Et il y a même un autre étage en dessous, puisqu'en fait, c'est un ancien moulin. Donc, il y avait l'étage des meules. Tiens, en parlant de dessous, du château, est-ce que c'est vrai qu'il est construit sur un cimetière romain? Non, pas du tout. Bon, voilà, déjà, ça me casse une... Non, je suis désolé. En revanche, il a été construit sur une redoute, sur un ouvrage fortifié pendant les guerres napoléoniennes. Ça, c'est vrai. Ah oui? Ouais. Ah, bah tu vois... Et oui, on en apprendra beaucoup. On en apprendra tout. Donc là encore, on voit une photo qui défile. Alors, cette photo est très intéressante, puisque là, on a la période où le bâtiment a été pour une fois utilisé de manière intelligente par rapport au programme initial. C'est-à-dire que le programme initial, c'est un château, en tout cas c'est un domaine qui est fait pour le soin. Et pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, les propriétaires, parce que le baron de l'Épée, qui était propriétaire, avait vendu en 1911, les propriétaires ont tout simplement fait comme beaucoup de propriétaires faisaient à l'époque. Ils ont loué en fait ce bâtiment pour faire un hôpital pour les blessés de la Première Guerre mondiale. Ah, et le bâtiment aussi qui est en dessous. La roseraie aussi. Ouais, tout à fait. Un hôpital. Alors la roseraie, non, la roseraie a été un hôpital à partir de 1937. D'accord. C'est quand il y a eu la guerre civile en Espagne. Et donc en fait, ça a été un hôpital pour les réfugiés de la guerre civile d'Espagne. Donc là, on voit de cette photo qu'il est en bon état. Oui, ça va. Avec une belle terrasse qui est un peu abîmée. Voilà, je repasse vite fait. Le château fantastique. Voilà, ça c'est parce que, évidemment, il faut bien comprendre que ce bâtiment a toujours quand même évoqué mythes et légendes, puisque inaccessible, fermé, jamais habité. Le baron de l'Épée n'est quasiment jamais venu. Et là, on devine la promenade qui était couverte. Voilà, il y avait des tas de promenades couvertes. Il y avait un grand promenoir avec un carrelage absolument magnifique. Et là, ce qui a disparu. Ça, c'est la belle terrasse. Voilà, c'est très joli. Alors là, attends, ça c'est... on devine encore la promenade. Voilà, là on est sur le golfe actuel, du côté de la Soquette, le restaurant du golfe, et on regarde vers le nord, donc vers Biarritz, et on voit la façade ouest du château. Donc, et ça c'est quoi là à gauche, là, les tours? Alors ça c'était le pont romain, c'est-à-dire qu'en fait c'était un pont belvédère. Pour faire la cure d'air, il est bon d'avoir des petits pavillons. Et en fait, ces petits pavillons doivent être équipés soit de terrasses, comme c'est le cas avec le pont, soit en fait de douches, d'une salle à manger, etc. Donc il y avait énormément on le voit là, des bungalows partout, qui permettaient au baron de l'Épée, dans ses promenades, de pouvoir se ressourcer, observer. Ouais, ben dis donc. Ah oui. Et donc tu dis des tours romaines parce qu'elles datent de l'époque? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, l'architecture fait penser en fait à une arche romaine, et donc en fait l'architecte l'avait nommé le pont romain. Ah, dis donc, ça a disparu complètement. Donc on devine un peu la fameuse promenade couverte. On va peut-être mieux la voir. Là, on la voit bien en couleur. Là. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est une photo qui date de quand? Ça, c'est une photo du début du XXe siècle, photo qui est colorisée, en fait, où on se rend compte du paysage. Là, j'en profite. Raconte-nous un peu cette histoire de cette promenade incroyable. Alors, couverte. En fait, les promenades couvertes, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on appelle les cahutes. Les gens se sont sentis complètement décalés, en déconnexion par rapport à cette drôle d'architecture. En fait, il faut comprendre qu'elle participe à la cure. Et ça, j'en parlerai parce que justement, c'est assez complexe, donc on n'aura pas le temps de l'expliquer là comme ça. Mais en fait, tout le monde a pensé au départ que c'était juste pour s'abriter du soleil ou de la pluie. Ouais. Ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est une structure qui est inhérente à un programme de cure. D'accord. Et qui permettait aussi, alors la légende, encore une légende, c'était celle de la maîtresse du baron de l'Épée qui se cachait dans cette promenade. Parce qu'il appelait comment il appelait? Il la faisait venir au château? Non, mais tout ça, Patrick, c'est encore... voilà. Alors, le fameux drapeau? Oui, bien sûr. Ah bon, le grand projecteur qui donnait le signal pour que la belle puisse rejoindre l'ogre. C'est faux, ça? Le drapeau? Alors, moi, le drapeau, j'y étais pas.
En revanche, le truc, c'est que je n'ai trouvé aucun écrit qui parle de ça. J'ai simplement, de l'époque, contemporain. Quand on fait un travail de recherche, on doit se baser sur des éléments qui sont contemporains. En revanche, effectivement, en 1911, celui qui achète la propriété, c'est un groupe d'investisseurs, il souhaite développer un programme d'événements dans ce bâtiment. D'accord. Et eux, pour attirer le chaland, parce qu'il y a un projet de golf, il y a un projet de tir aux pigeons, il y a un projet de salle d'orgue, puisqu'il y avait un orgue dans ce château. Donc, il y avait un projet de lieu du lyrique, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'ils ont inventé des histoires. D'accord. Donc, c'est toujours bien de dire que, oui, la pauvre Biana Duhamel, qui était une chanteuse d'opérette très célèbre, eh bien, en fait, puisqu'elle avait disparu de la scène parisienne et qu'on la retrouvait toujours aux mêmes endroits où le baron de l'Épée se trouvait, c'était effectivement plus intéressant de dire oui, alors voilà, lui était une espèce de monstre qui soumettait... Le comte Dracula. Voilà. En réalité, c'est un peu différent. J'en parlerai dans cette conférence parce que j'ai retrouvé tous les éléments qui permettent de déconstruire, hélas, le mythe. Je ne vais pas faire plaisir aux gens. Non, mais tant pis. Je vais la garder quand même. J'aimais bien ce côté drapeau au de la cheminée. Ah ben là... Pardon. Oui. Donc là, Château d'Ibaritz, voilà l'affiche de jeudi prochain. Donc jeudi 27 mars 2025, voilà le Colisée. C'est vraiment pour moi le bel événement parce que c'est un sujet, comme tout le monde l'a entendu et compris, qui me tient énormément à cœur. Je n'aborderai pas que l'histoire. Puisque c'est toute la problématique de comment se fait-il que ce bâtiment reste toujours aujourd'hui à l'abandon. Il a été vendu il y a 10 ans. Il a été acheté par une société qui avait de très très beaux projets et qui a communiqué là-dessus. On va justement aborder cette problématique de que faire avec un bâtiment qui finalement aujourd'hui doit être exploité. Et est-ce que, encore une fois, les légendes, très souvent, vont dire oui, mais peut-être qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont que faire de ce patrimoine. La réalité est bien différente. Elle est beaucoup plus complexe. Il se trouve que j'ai la chance d'être en lien avec le dossier, d'une certaine manière. Très bien. Et je vais pouvoir annoncer, dans le cadre de cette conférence, en tout cas, le début d'un avenir prometteur. Ok, bon, je sais que tu as un rendez-vous. Oui. Là, je vois on a dépassé. T'as vu, on s'était dit non, on va pas poser trop de questions sur le château. En tout cas, venez jeudi prochain, 27 mars, à 10h30 ou à 20h, ou les deux, si ça vous fait plaisir. Ah, les deux, si ça vous fait plaisir. Voilà. Et donc, l'entrée, billets, c'est 10 €. Et sur place ou C'est sur place, il n'y a pas de réservation. Il y aura le guichet à l'entrée. Le guichet à l'entrée. Voilà, tout simplement. Merci Jean-Loup, je vais te laisser. Je retourne à mon pôle technique. Voilà. Merci beaucoup Patrick. Et puis je dis à tout le monde bye bye. N'hésitez pas de vous abonner plaisir. à YouTube et faire circuler toutes ces petites vidéos sympas et d'écouter radiobiarritz.fr. Salut tout le monde. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.